Alors, bonjour à tous. Ce que je vous propose à présent, c'est de mettre nos imaginaires en confrontation. Donc, mon sujet de recherche porte sur la mode, un moment charnière de l'histoire de l'Espagne, à la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, à travers la représentation du vêtement féminin dans les portraits de Goya. Donc, tout un chacun pourrait légitimement s'interroger ici sur le fait de savoir où se trouve au sein de ce mémoire de recherche cette notion de confrontation, celle qui vertèbre notre journée d'études. Et c'est donc avec une certaine précaution et mue par diverses interrogations que j'ai tenté de réfléchir à cette question. Avant de commencer cette présentation, je voudrais préalablement remercier M. Jean-Louis Auger, ancien conservateur du musée de Goya de Castres, qui m'a orientée dans la réflexion que je m'apprête à développer, mais aussi mes deux directrices de recherche, Mme Sylvie Bollot et Mme Agnès Surbézy, qui m'accompagnent dans la réalisation de ce projet. Commençons par préciser d'emblée qu'il ne sera pas question ici ni de mode, ni de vêtements féminins, encore moins de la question du détail qui pourtant sous-tendront notre travail de recherche tout au long de cette année. Notre réflexion s'est davantage portée sur la confrontation de deux mondes qui sont propres à Goya, mais sans doute propres à d'autres artistes, celui de la représentation du monde réel et celui de la représentation du monde imaginaire. Goya est, dit-on, le peintre des dualités, un être partagé entre la volonté de ne peindre que ce qu'il voit, c'est-à-dire de s'attacher à la représentation de la réalité qui s'offre à ses yeux, et le désir de rendre compte également de son monde imaginaire, où évoluent des créatures fantasmagoriques qui le hantent, aussi bien dans ses gravures, Los Disparates, que dans certains de ses tableaux, Las Pinturas Negras. La volonté de ne vouloir représenter que ce que l'on voit est une pratique qui peut entraîner une certaine dualité. D'un côté, elle suppose de la part du peintre de proposer une représentation objective de ce qui l'entoure, et dans le cas de Goya en particulier, des mœurs marquantes de son époque. Il s'agit d'une doxa qui correspond aux coutumes optiques qui datent du siècle d'or, théorisée par Francisco de Pacheco, et dont Goya semble-t-il est l'héritier. Mais d'un autre côté, le peintre peut être tiraillé par l'envie de représenter non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il vit, c'est-à-dire ce qu'il ressent en son fort intérieur, à savoir ce monde imaginaire qui lui appartient en propre. Et c'est là, apparemment, l'un des grands dilemmes auxquels notre peintre a été confronté. Quant à nous, récepteurs de tant de toiles et tant de gravures, comment pouvons-nous prétendre à produire une interprétation objective de l'œuvre d'art ? Interpréter est une notion renvoyant au champ de la subjectivité. C'est décider prétendre donner un sens, du sens, de le reconnaître ou bien de le projeter, et il est fort probable que nos émotions guident et tranchent notre raisonnement. Aussi, nous pouvons nous demander jusqu'où nos interprétations nous permettent de comprendre les périodes du passé. Nous avons souvent tendance à mystifier les artistes. Nous les considérons comme des êtres démiurges, des sortes de génies créateurs, et nous avons souvent tendance à les isoler de leur contexte de production, mais il ne reste que leurs actions artistiques sont intemporelles. L'œuvre de Goya peut en offrir un bel exemple, et il est de notre responsabilité de faire attention à ne pas plaquer nos schèmes d'analyse contemporains sur des œuvres issues du passé. L'idée, évidemment soumise à discussion, serait de ne plus percevoir l'œuvre d'art au travers des filtres et des mythes qui ont été créés à son égard, et nous pouvons prendre quelques exemples si vous le voulez bien. Il semblerait que l'interprétation traditionnelle, que je mets entre guillemets, du portrait de la famille de Charles IV, entrepris par Goya en 1800, mette avant tout l'accent sur les placements des membres de la famille royale, conduisant ainsi à une interprétation erronée du tableau. Tout le monde se souviendra peut-être que Goya était à ce moment-là le peintre officiel de la Chambre royale et qu'il avait sans doute une vision aiguisée de la société à laquelle il appartenait, amplifiée peut-être par la surdité qui était la sienne, mais aussi il est important de rappeler que c'était un peintre à qui il était donné de côtoyer le pouvoir. En tant que peintre officiel, il devait se plier aux contraintes artistiques imposées par la royauté, et certaines analyses font pourtant apparaître l'idée que Goya se serait amusé à enlaidir le visage des sujets représentés sur la toile, afin de proposer non seulement une caricature de la famille royale, mais aussi une satire de la situation politique et économique dans laquelle se trouvait l'Espagne au moment de la réalisation de la composition. Or, si nous nous plaçons du point de vue de Goya, c'est-à-dire si nous reprenons l'idée « je ne peins que ce que je vois », l'on se rend compte, si l'on admet la notion de caricature et de satire, qu'il pervertit la réalité en enlaidissant les membres de la famille royale,
Mais rien n'interdit de penser qu'il a bien représenté ce qu'il avait devant les yeux, auquel cas l'idée de caricature et de satire tomberait immédiatement et ce serait une interprétation passée au filtre de l'actualité de l'époque. Par ailleurs, si nous considérons que Goya, comme on vient de le voir, est un peintre qui ne peignait que ce qu'il voyait, comment interpréter dès lors, si nous souscrivons à cette déclaration, les représentations imaginaires peuplées d'êtres fantasmagoriques qu'il aurait aussi réalisées dans de très nombreuses estampes à l'eau forte? Comment doit réagir le spectateur confronté à la présence d'un monde fantastique bien éloigné des représentations de la réalité? Comment interpréter ce monde issu du monde intérieur de l'artiste qui entre en conflit avec la perception du réel? Prenons comme exemple Los Disparates, qui est une série de gravures à l'eau forte entreprise par le peintre vers la fin de sa vie, approximativement vers 1815. Et il conviendrait dans un premier temps de centrer notre attention sur la signification du terme disparate, qui renvoie au champ de la déraison, de l'ineptie, de la folie. C'est un terme représentatif d'un monde étrange et qui est très difficile à cerner. Nous pourrions faire référence au poète Baudelaire qui disait avec justesse « Nul n'a osé plus que lui », dans le sens de l'absurde possible. Toutes ces contorsions, ces faces bestiales, ces grimaces diaboliques sont pénétrées d'humanité. En un mot, la ligne de sature, le point de jonction entre le réel et le fantastique, est impossible à saisir. J'ai donc choisi de vous présenter deux gravures issues de cette série afin d'illustrer mon propos. La première est El Disparate Desordenado, qui est le 7e de la série, et le second, El Disparate de Toritos, qui correspond au 18e de cette même série. Comme nous le constatons, nous notons la présence d'êtres fantasmagoriques, pétris dans une atmosphère étouffante. Et comment interpréter dès lors de façon objective un monde incontestablement imaginaire qui renvoie à des personnages hybrides, mi-homme, mi-animal, bien éloignés d'une représentation de la réalité stricto sensu? Ces gravures peuvent être considérées comme une sorte d'exutoire de névrose et de traumatisme dont est victime notre peintre, qui, privé de son ouïe, cultive la perception et la représentation d'un monde des plus sombres et des plus énigmatiques. Interpréter, c'est donc déconstruire nos idées préconstruites et parfois préconçues, et c'est également forger notre propre opinion en essayant de se replacer au cœur d'une époque et des mœurs qui la caractérisent. C'est pourquoi il nous est souvent difficile de trouver le sens exact d'une œuvre ou le sens caché d'un symbole, confrontés que nous sommes à notre propre subjectivité, à nos émotions, à notre sensibilité et aux mythes préexistants et préétablis. Finalement, ce que nous constatons, c'est une sorte d'évolution au sein de la peinture de Goya. Nous passons d'un désir de représenter avec exactitude le monde et la société à laquelle il appartient, à l'exploration d'un monde très personnel, peuplé de créatures fantastiques qui rongeront son imaginaire durant les dernières années de sa vie. À l'issue de cette brève présentation, je voudrais reprendre à mon compte les mots d'Arthur Conan Doyle, mis en texte à travers son célèbre personnage, le détective Sherlock Holmes. Ne passez pas à côté de l'essentiel, utilisez tous vos sens et prenez du recul sur la situation. Élémentaire, mon cher Watson.